Le chapitre de cette semaine s'appelle Sendai, partie 1, et c'est au tour de Yuta de briller. On va également se demander ce qu'est exactement Rika maintenant, et on fera un petit point science et vie de la Terre en fin de vidéo. On est parti. Bye Tokyo, bonjour Sendai, on change enfin, si je puis dire, de colonie avec ce chapitre centré donc sur notre cher ami Okotsu, chapitre un peu plus tranquille que les semaines précédentes, mais tranquille version Jujutsu, hein. Donc il y a quand même des choses à dire, vous inquiétez pas, mais avant ça, résumé des événements, histoire de placer l'analyse. Le chapitre s'ouvre sur nos deux vilains fraîchement introduits la semaine dernière, Takako et Ryo, qui se rendent compte de la disparition de Druv. Ryu demande à Kogane, qui est le dernier exorciste à avoir marqué des points, et c'est comme ça qu'il découvre que c'est Yuta qui l'a vaincu. Nos deux méchants soulignent chacun de leur côté la disparition du Shikigami de Druv, et c'est Takako qui nous explique que maintenant qu'il n'est plus là, Kuro Urushi va pouvoir enfin passer à l'action. On bascule du côté de Yuta qui se trouve en compagnie d'un groupe de civils, un groupe de non-exorcistes donc, qui l'escorte vers la sortie de la colonie. Moment bien trop mignon où Yuta voit la fatigue dans les yeux de certains, notamment d'une petite fille, et leur propose de faire une pause. Pas très intéressant pour l'analyse, mais c'est tellement Yuta que je ne pouvais pas ne pas y faire allusion. Yuta explique au groupe que maintenant qu'il a battu l'exorciste de la zone, ils seront tranquilles un moment, je cite. Mais tranquillité de courte durée, puisqu'un bruit retentit alors, Yuta ordonne au groupe de se mettre à l'abri, alors qu'un des civils sort d'un buisson totalement en panique et visiblement poursuivi par une horde de cafards. Yuta tente de le sauver, mais en vain, l'homme meurt peu après. Yuta se rend compte que ce sont donc de vrais insectes et qu'ils sont renforcés par l'énergie occulte et que leur nombre représente une vraie menace pour le groupe qu'il protège. L'exorciste appelle alors Rika qui bloque le pont, ramenant le flot d'insectes vers Yuta qui le repousse d'un coup puissant de katana façon Ichigo. Chacun de leur côté, une fois encore, Ryu et Takako constatent la puissance de Yuta, même si Ryu souligne, de son point de vue, un certain manque de puissance. Kogane fait un petit point à Yuta et le narrateur fait son apparition pour nous expliquer que si Kuro Urushi dormait jusqu'à présent, c'était à cause de la présence de Druv et que maintenant qu'il est réveillé, il est affamé et qu'il ferait bien de Yuta son déjeuner. Ça rime mais j'ai pas fait exprès. Yuta prévoit d'éliminer tous les participants au champ d'action large, comme le cafard et Druv précédemment, afin de limiter les pertes humaines. Il prévoit également d'ajouter 2 autres règles, en plus de celles suggérées par Megumi, une pour communiquer entre les zones et une autre pour rentrer et sortir des colonies. Il souligne également l'état de fatigue physique et psychologique extrême dans lequel doivent se trouver les exorcistes après Shibuya, et décide de gagner 400 points à lui tout seul, et surtout, il décide de tuer Kenjaku lui-même pour ne pas que Gojo soit obligé de, je cite, tuer son meilleur ami une deuxième fois. C'est tellement Yuta ça encore. Et le chapitre se termine sur Kuro Urushi qui sort une arme du nom de sabre nécrosé, ce qui n'annonce rien de bon pour la suite, et j'en ai fini avec le résumé, on passe à l'analyse. Alors on va faire comme la semaine dernière, prendre les événements dans leur ordre d'apparition et les commenter au fur et à mesure. On va bien sûr parler de Yuta, de son opposant, et on parlera aussi un peu de la situation de Rika, ce qu'elle est exactement maintenant, comme je te disais dans l'introduction. Avant de commencer, je vous invite à interagir, c'est le petit moment pub, si vous le souhaitez avec ce contenu, en laissant pourquoi pas un commentaire ou un pouce, et éventuellement pourquoi pas considérer un abonnement si vous suivez les reviews régulièrement, page de pub terminée. On commence donc cette analyse avec un point vilain et un tout petit truc qui mérite quand même d'être noté, c'est qu'on a la révélation que le Shikigami du chapitre 160, là, l'espèce de gros rongeur qu'on voyait en arrière-plan du pont là, était bien un des Shikigami de Druv, tout comme les espèces de ptérodactyles qui l'entouraient. Première chose à souligner selon moi. On continue dans l'analyse avec la présence des non-exorcistes dans la colonie. J'avais très honnêtement mis cette possibilité de côté parce que pour moi, depuis le chapitre 160, décidément ce chapitre, je vous mets d'ailleurs la review dans la fiche, allez l'écouter si vous le souhaitez. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, du chapitre 160, donc tout le monde était parti des colonies. Alors comment expliquer qu'il reste encore des civils ? Première explication, Kenjaku dans le chapitre 160 apparaît dans les rêves des habitants des colonies leur laissant la possibilité ou non d'y rester. Donc on peut imaginer qu'à ce moment-là, soit certaines personnes ne dormaient pas et donc n'auraient pas eu le message de Kenjaku, soit deuxième explication, il est apparu dans les rêves et certains auraient décidé malgré tout de rester. Soit parce qu'ils n'y croyaient pas, moi perso un gars me dit dans un rêve de quitter ma ville, je le prends pas au pied de la lettre, soit ils auraient décidé de rester pour ne pas abandonner leur habitation. C'est un comportement qu'on voit assez régulièrement pendant les catastrophes naturelles, des gens qui refusent catégoriquement de quitter leur maison. Ou bien alors, par curiosité malsaine, pour voir ce qui allait se passer. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, c'est ce que l'auteur a voulu sous-entendre sur une des cases de ce chapitre, où on voit un gars qui sort littéralement son téléphone pour filmer ou prendre une photo dans un moment plutôt critique. Voilà, pour moi, c'est deux explications qui sont à peu près plausibles.
On va parler de Yuta maintenant avant de passer à Rika et de finir rapidement sur le cafard. Jusqu'ici, Yuta faisait pas vraiment partie des persos que j'appréciais plus que ça. Oui, il est cool, il est fort et tout, mais j'étais un peu sur la réserve. Bon, je pense qu'après ce chapitre, je vais demander ma carte de membre de son fan club. Je trouve que dans ces 22 pages, c'est un peu la quintessence de ce qu'il est. Je m'explique, et c'est ce que je disais dans ma réact Twitter de la semaine, c'est qu'on a tendance à oublier que le travail des exorcistes est de protéger les non-exorcistes. Mais on les voit pas sauver des humains de façon directe, même si c'est évidemment ce qu'ils font indirectement du coup en exorcisant des fléaux, mais on les voit pas le faire directement. Alors oui, vous allez me dire Gojo à Shibuya, mais non, Gojo est Gojo et sera toujours concentré en priorité sur l'anéantissement de son ennemi. Contrairement à Yuta, qui clairement lui est dans l'empathie, il est assez proche de Yuji de ce côté-là. Et du coup, c'est pas anodin qu'Akutami l'ait choisi lui pour protéger un groupe de civils, puisque ça correspond totalement à sa personnalité. Imaginez Gojo ou Megumi faire du babysitting, bon, on imagine moyennement. D'ailleurs, Gojo le dit dans son flashback, que c'est pénible de protéger les faibles ou un truc comme ça, c'est pas du tout son truc. Je reviens sur la promesse un peu que fait Yuta de tuer Kenjaku pour que Gojo n'ait pas à le faire. Encore une fois, typique Yuta, on sent vraiment à cet instant la loyauté et le profond respect qu'il a pour son professeur. Alors ils en ont tous du respect pour lui, Megumi c'est ce qu'il a fait pour lui quand il était plus jeune. Pareil pour Yuji, Gojo c'est la personne qui a su donner un sens entre guillemets à sa vie après avoir avalé le premier doigt de Sukuna. Mais de façon si frontale, j'avais jamais vu un des personnages prêter des intentions pareilles envers Gojo. Sauf une fois, Yuta lui-même d'ailleurs dans le chapitre 143, où quand il dévoile à Yuji que sa mort est une fois de plus simulée, Yuji lui demande pourquoi il fait ça et Yuta lui répond, ouvrez les guillemets, parce que tu es cher aux yeux de quelqu'un qui m'est cher. Si ça c'est pas de la loyauté, je m'y connais pas. Et de manière globale, on peut dire qu'il endosse le rôle de Gojo, à savoir d'être le plus fort des exorcistes disponibles, et il prend le poids des responsabilités qui vont avec, symbolisées par cette volonté de marquer les 400 points lui tout seul pour soulager ses camarades qui se sont battus à Shibuya. Je pense que là-dessous, y a aussi une certaine forme de culpabilité pour Yuta de ne pas avoir été suffisamment présent justement à Shibuya pour épauler les autres. Toujours lié à Yuta, on passe à Rika, puisqu'il y a toujours pas mal de mystères qui l'entourent. À la fin du tome 0, elle était censée avoir disparu. On la revoit donc pendant le sous-arc de l'exécution de Yuji et quand il se bat contre Yuta. Mais déjà, à ce moment-là, on pouvait remarquer qu'elle n'était pas exactement dans son apparence comme celle qu'on avait connue. Théorie maintenant, on utilise le conditionnel parce que tout ça n'est que pure spéculation. La Rika qu'on voit, selon moi, n'est pas la vraie Rika. Alors j'ai lu des théories comme quoi ce serait vraiment elle et qu'elle aurait décidé de rester avec Yuta malgré tout, puisque c'est un fléau avec sa propre volonté, etc. Mais le fait que dans son apparence, les deux soient différentes, pour moi, la théorie tient pas la route. Non, selon moi, elle serait une sorte de reproduction de la Rika d'origine, faite à partir de l'énergie occulte de Yuta. On sait qu'il peut copier les techniques des autres exorcistes, comme il le fait avec le mégaphone qu'il fait apparaître, sur lequel on peut voir les signes du clan Inumaki. Donc pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas copier la technique des Shikigami, comme ceux utilisés par Megumi, pour recréer une nouvelle Rika ? Deux choses pour appuyer cette théorie. La première, c'est que dans le chapitre 141, quand Rika pop pendant le combat Yuji versus Yuta, Yuji se demande tout de suite si c'est pas un Shikigami. Or, à ce stade de sa formation, j'ai du mal à croire qu'il ne sache pas faire la différence entre un fléau et un Shinigami. Et autre détail qui, selon moi, appuie le fait qu'on n'est pas sur la vraie Rika, c'est que, et là, très honnêtement, c'est quelque chose que j'ai lu, j'aurais jamais pu trouver ce truc toute seule puisque je ne parle pas japonais, c'est que dans ce chapitre, quand Rika est appelée par Yuta, ce sont des katakana qui apparaissent dans la bulle et non pas des kanji comme dans le tome 0, comme pour appliquer une certaine distance avec celle qui ne serait pas la vraie Rika. Voilà, ça c'est ma petite théorie perso. J'espère qu'Akutami nous éclairera un peu plus à ce sujet dans les semaines à venir, enfin dans les chapitres à venir. En dernier point, on va parler du cafard et oh mon dieu, quel dernier point, je pense qu'on tient là la technique la plus dégueu du manga. Moins dégueu que ce que j'avais pensé, mais dégueulasse quand même. On part en classe de SVT, là, mettez vos blouses, puisque Akutami nous balance des concepts comme celui de la parthénogenèse, sans plus d'explications, partant sans doute du principe qu'on est tous des spécialistes. Alors du coup, j'ai fait des petites recherches sur internet, et bon, c'est très complexe, il y a des histoires de gamètes, femelles, etc. Ça va être très long et chiant si je me lance là-dedans, donc on pourrait simplement définir ce concept donc de parthénogenèse par le développement d'une forme de vie sans qu'il y ait besoin de fécondation au sens commun où on l'entend. On le retrouve chez certains vertébrés, mais principalement chez les arthropodes, branche dans laquelle on retrouve les mille-pattes, les araignées et nos amis les cafards. Donc Akutami, lui, a bien suivi son cours de sciences et vie de la Terre.
Et en plus de ça, et pour finir sur le côté étude de la nature, le comportement que Kuro Urushi adopte, à savoir celui de se mettre en sommeil en attendant le moment le plus opportun pour se réveiller, est bien un comportement qu'on peut observer dans la nature, avec le phénomène d'hibernation entre autres. J'aime beaucoup, encore une fois, ce souci du détail qu'a Akutami, que met Akutami pour crédibiliser, encore une fois, avec des énormes guillemets, ses personnages sur des petits détails comme ça. Donc sûrement qu'au prochain chapitre, on aura la confrontation de ces deux-là. Je rentre pas trop dans le détail de son arme, qui s'appelle donc sabre nécrosé, oui c'est ça. Mais là, comme ça, le premier truc qui me vient en tête, c'est que si la lame rentre en contact avec la peau, eh bien les chairs s'abîment, se nécrosent donc. Après, le narrateur nous dit une épée dans laquelle vie et mort s'entremêlent, donc peut-être une technique d'inversion par là-dessus. Voilà, en tout cas, on a sûrement affaire à un adversaire plus redoutable qu'il n'y paraît. Voilà pour cette semaine. Break d'Akutami la semaine prochaine, du coup. D'ailleurs, certains l'ont souligné, mais sur l'avant-dernière page, il a dessiné 2 mains droites à Yuta, donc je pense qu'il a bien besoin d'un peu de repos. On lui en veut pas, bien sûr. Rendez-vous donc le 20 sur Manga Plus et le 21 17h30 sur la chaîne pour la review. En attendant, il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi. Lis des mangas, regarde des animes, parce que c'est quand même vachement sympa. Et moi, je te dis à la prochaine.